Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc commencer ce webinaire qui est le troisième de la série des webinaires qui sont organisés conjointement par le Conseil scientifique de la SNHF et des sections. Donc aujourd'hui, c'est la section Hydrangea qui est à l'honneur. C'est le troisième webinaire de la série puisque nous avons donc écouté les roses, les plantes succulentes la semaine dernière et nous écouterons au mois de janvier les orchidées. Là, donc c'est une façon de faire travailler ensemble le conseil scientifique et les sections de la SNHF et de vous communiquer quels sont les travaux des sections en particulier. De ce fait, si vous voulez adhérer à la SNHF, vous pourrez rejoindre telle ou telle section selon vos aspirations, selon vos goûts et selon vos compétences ou le souhait d'en apprendre davantage. Aujourd'hui, c'est Philippe Morel qui va animer cette section. Philippe Morel était ingénieur de l'INRAE, jusqu'il n'y a pas très longtemps, spécialiste des plantes ornementales. Et il est aujourd'hui à la retraite et il est membre du conseil scientifique de la SNHF. C'est lui donc qui va animer la session, et qui va vous présenter les différents orateurs. Philippe, je te donne la parole. Bonjour à tous et merci de votre présence nombreuse à ce webinaire. Donc, la session va se dérouler en 3 phases avec donc nos 3 conférenciers, Nathalie Leduc, Didier Boss et Jean-Paul Davas, et chacun présentant différents sujets sur une vingtaine de minutes environ. Je vous demanderai de donc poser vos questions durant les présentations ou en fin de présentation en utilisant le petit onglet QR plutôt que discussion. Et donc, à la fin de chaque présentation, je tâcherai de faire une synthèse de ces questions et de les poser aux conférenciers. Je vais donc commencer par présenter Nathalie Leduc, notre première conférencière, qui est professeure en biologie végétale à l'Université d'Angers, mais également chercheuse à l'Institut de recherche en horticulture et semences à Angers, et qui travaille plus spécifiquement sur l'impact de l'environnement, de certains facteurs de l'environnement, notamment la lumière, le stress hydrique, sur le développement des plantes, avec des applications concrètes, pratiques, sur la résistance des plantes ornementales à certains stress. Donc aujourd'hui, des avancées récentes en ce qui concerne le séquençage du génome des hydrangea à partir de travaux récents d'une équipe japonaise, en nous montrant notamment des avancées intéressantes qu'on pourrait retirer de ce séquençage, et notamment quelles sont les conséquences, par exemple, pour la sélection variétale de l'hortensia. Donc, Nathalie, je te passe la parole et donc à tout à l'heure. Bien, merci. Bonjour à tous. Je tenais à remercier la SNHF et puis la section Hydrangea, en particulier Philippe, de m'avoir invité pour cette présentation. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de l'hortensia et ce qu'il peut apporter en termes de connaissances et d'amélioration de l'hydrangea aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon PowerPoint? C'est bien? Très bien. Donc, mon exposé, c'est intitulé Hydrangea, dis-moi quel est ton génome et je te dirai qui tu es. Et donc, je vais vous parler un petit peu du génome et repréciser pour certains ce qu'est le génome et en plus particulièrement ce qui a été trouvé chez l'hortensia, pour ensuite dériver sur finalement à quoi peut servir cette connaissance, comment elle peut être, comment les entreprises pourraient se l'approprier pour avancer dans peut-être l'amélioration, la sélection de nouveaux cultivars d'Hydrangea macrophylla. Alors simplement et très rapidement, la définition de ce qu'est le mot génome.
on va parler du génome nucléaire d'une plante comme étant l'ensemble du matériel génétique qui est présent dans le noyau d'une cellule végétale. Et ce matériel génétique, vous le savez, il est présenté sous forme d'acide désoxyribonucléique qu'on appelle ADN et qui forme dans le noyau une molécule très longue en double hélice, repliée sur elle-même au sein des chromosomes et les chromosomes se trouvant eux-mêmes dans le noyau. Alors, si on regarde un petit peu cette double hélice d'ADN, on s'aperçoit qu'une partie de cette hélice correspond à des gènes qui vont coder pour des protéines qui sont essentielles à la machinerie moléculaire et au fonctionnement de la cellule et finalement au développement de l'organisme que forment ces cellules. Il y a aussi, le long de cet ADN, des séquences. On sait qu'elles ne codent pas pour des protéines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcription de cet ADN, ni production de protéines, mais qu'elles sont malgré tout très, très importantes pour la régulation, dans certains cas, de la transcription et de la traduction de cet ADN en protéines. Alors, brièvement, l'ADN est composé de 2 chaînes de nucléotides qui sont enroulées en double hélice. Et si on regarde plus précisément cette chaîne de nucléotides, on s'aperçoit que chaque nucléotide peut comprendre une des 4 bases azotées, alors qui sont nommées A, T, C et G pour cytosine, thymine, adénine et guanine. Chacune de ces bases va être associée à un sucre et à un groupement phosphate. Et puis ces bases sont appariées 2 à 2. On a toujours une adénine appariée à une thymine, une guanine à une cytosine. Et ça va former ainsi les 2 bras de la double hélice. Alors, l'ordre de succession de ces bases dans la molécule d'ADN va déterminer la nature de la protéine qui va être produite lorsque ce gène va être transcrit puis traduit en protéine. Alors, c'est ce que vous avez ici, là. Vous avez la séquence, vous avez un des bras de la molécule d'ADN avec les différents nucléotides tout le long de ce bras de la molécule. Et chacune de ces bases va être associée à la suivante pour former un codon de 3 acides nucléiques, chacun étant spécifique d'un acide aminé. Donc ainsi, GCU va coder pour un acide aminé qu'on appelle l'alanine, le second ACG va coder pour un acide aminé qu'on appelle la thréonine, et c'est l'enchaînement de ces acides aminés qui va former une protéine, et ces protéines vont participer au contrôle du développement de la plante et au caractère, notamment quand on s'intéresse à une plante d'ornement, aux caractères ornementaux ou caractères de culture qui peuvent être importants pour la plante. C'est ce qu'on appelle le phénotype. C'est ce qu'on voit, ce sont les caractères visibles de la plante que l'on va voir, mais qui sont de manière sous-jacente contrôlées par les protéines qui sont produites, elles-mêmes dépendantes de la séquence des acides nucléiques et donc du génome de la plante. Alors, le séquençage du génome, pour quelque organisme qu'il soit, il consiste alors à lire l'ordre de succession de ces nucléotides tout au long de la chaîne d'ADN. Vous avez ici, par exemple, la séquence d'acides nucléiques du chromosome 1 de la vigne, qui est représentée ici. Vous voyez que ça forme une chaîne très, très longue de nucléotides, eux-mêmes, et chacun de 3 nucléotides étant lui-même traduit en acide aminé et l'ensemble pouvant ensuite produire une protéine. Donc, on voit qu'ils sont très, très nombreux, ces acides nucléiques, et donc un génome est constitué de plusieurs millions de paires de bases d'acides nucléiques ainsi disposées en une suite qui va être spécifique à certaines espèces, à chaque espèce. Alors, si on regarde un petit peu la taille du génome, celle-ci varie fortement parmi les organismes vivants, mais n'est pas du tout proportionnelle au nombre de gènes. Ça a été un petit peu une grande découverte là, quand on a pu séquencer les génomes d'organismes vivants. On s'est aperçu que la taille du génome varie fortement. Ainsi, la première bactérie qui a été séquencée et qui est aussi le premier organisme vivant qui a été séquencé présente un génome de 1,8 million de paires de bases, alors que l'homme, c'est 3,4 milliards de paires de bases. Donc, c'est beaucoup plus, un génome beaucoup plus gros. Si par contre, on regarde le nombre de gènes, c'est-à-dire les séquences du génome qui vont
produire des protéines derrière, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une relation flagrante, en tout cas, il n'existe pas de relation entre la taille du génome et le nombre de gènes qu'il contient. Par exemple, si on regarde pour l'homme, le génome de l'homme, de l'être humain, c'est 22 000 gènes pour un génome qui fait 3 400 millions de paires de bases, alors que par exemple la souris, eh bien, on a le même nombre de gènes alors que son génome est beaucoup plus petit. Alors bien évidemment, ça s'explique parce qu'il y a des régions qui sont non codantes dans le génome, mais qui jouent un rôle très très important pour la régulation de la transcription et de la traduction en protéines de ce génome. Alors l'ordre de succession des nucléotides tout au long de la chaîne d'ADN est propre à chaque espèce vivante. On va ainsi avoir une séquence du génome de la vigne qui va être différente du séquence du génome de l'hydrangea, du peuplier ou même, bien évidemment, d'autres espèces, d'autres règnes animal par exemple. Par contre, ce qui va être important, c'est que des variations locales existent entre les génomes d'individus de chaque espèce. Vous avez par exemple un individu 1 d'une espèce de rosier, par exemple, dont la séquence génomique pourrait être celle-là, une partie bien sûr de la séquence génomique pourrait être celle-là. Et puis vous avez un autre individu de la même espèce dont la séquence génomique est tout à fait très très proche. Par contre, il y a quelques différences qui sont locales, par exemple comme ici, une séquence de guanine qui se répète plusieurs fois. Donc, on va avoir une insertion d'un certain nombre de ces bases de guanine qui vont être insérées dans le génome de l'individu 2, qui ne sont pas présentes dans l'individu 1. On peut avoir aussi, comme ici, une inversion de base ou un remplacement de base. Ici, vous aviez une adénine et ici, dans l'individu 2, c'est une thymine. Ou alors, on peut avoir des délétions. Ici, vous aviez une séquence qui vous mettait une thymine, une adénine, une thymine. Et puis, dans l'individu 2, on s'aperçoit que l'adénine a été perdue. On parle de délétion. Alors ça, c'est très important pour comprendre et pouvoir caractériser chaque individu d'une espèce. Ces variations peuvent en effet modifier la nature de la protéine qui va être traduite à partir de cette séquence génomique, et ce qui, en retour, peut contribuer aux différences de caractère visibles entre individus, donc le phénotype, d'une même espèce. C'est un peu comme le fameux exemple des yeux verts, des yeux bleus dans une même famille entre frères et sœurs. On va avoir des différences, on a les mêmes parents, mais pour autant, il y a des différences de phénotype, ici la couleur des yeux, qui peut s'expliquer par des différences assez ponctuelles dans le génome, mais qui vont avoir des conséquences assez fortes sur l'expression d'un caractère. Et donc, c'est l'étude des différences de ces séquences entre individus qui va permettre de les différencier au sein même d'une même espèce et de prédire à la fin leur phénotype grâce à la connaissance de la corrélation entre l'absence ou pas d'une séquence dans le génome et le phénotype qu'il va donner, le caractère visible qu'il va donner. Alors, les plantes dont le génome a été séquencé sont de plus en plus nombreuses grâce au développement des techniques d'analyse du génome, donc de génomique, qui se sont fait jour et qui ont été utilisées pour plein d'espèces animales ou micro-organismes, et puis aussi végétales. La première plante qui a été séquencée, c'est bien sûr une petite plante modèle qu'on appelle Arabidopsis. Ça date de l'an 2000, donc c'est relativement récent, une vingtaine d'années, où on a séquencé une plante modèle, Arabidopsis, qui est la plante qui est utilisée en biologie moléculaire pour comprendre le développement des plantes et tout ce qui les caractérise. Le développement des outils moléculaires a permis aujourd'hui le séquençage de plus de 791 plantes terrestres, dont vous pouvez trouver la liste sur ce site ici. Alors bien évidemment, il y a un grand nombre d'espèces de grandes cultures qui ont été séquencées, dont des plantes d'espèces horticoles, alors beaucoup de fruits, de légumes, mais aussi un certain nombre de plantes d'ornement. Donc je vous les ai citées ici, vous pourrez les retrouver. Ce sont toutes des plantes d'ornement qui ont été séquencées depuis des années récentes. La date de cette liste est de 2018. Donc, il est fort probable, comme vous voyez sur ce schéma-là, qu'un grand nombre d'autres séquences ont depuis été produites, puisque grâce à tous ces outils qui ont été mis en place, on peut plus facilement et à moindre coût désormais pouvoir obtenir le génome d'espèces qui sont un peu moins, bien évidemment, travaillées que des espèces de grande culture.
Alors, c'est dans ce contexte-là que le génome d'Hydrangea macrophylla a été séquencé, donc en 2020, donc quelque chose de très, très récent. Le travail a été effectué par une équipe japonaise dans cet article que vous pouvez éventuellement retrouver, dont je vous donne la première page. Donc, ils ont séquencé Hydrangea macrophylla et ils ont cherché à appliquer les connaissances à la compréhension du phénotype particulier qui est la production de fleurs doubles chez cette espèce. Alors, la variété qui a été séquencée, c'est une variété japonaise, Aogashima 1. 32 000 gènes ont été trouvés le long de ce génome, et ce génome a une taille assez conséquente de 2 milliards 200 millions de paires de bases. Donc, au regard du génome de l'homme, on est dans une espèce avec un génome très, très conséquent et un nombre de gènes qui n'est pas très, très différent non plus du nombre de gènes qu'on va trouver chez l'homme. Alors, beaucoup de travaux ont été faits sur la base de la connaissance de ce génome, comme par exemple mettre en lien ce qu'on connaissait des caractères de l'hydrangea qui avaient été positionnés sur des cartes génétiques et ancrés sur les 18 chromosomes que l'on connaît chez Hydrangea. Et puis, on a aussi séquencé les allèles d'Hydrangea macrophylla pour essayer de mettre en regard la séquence d'un allèle avec tous les variants dont je vous ai parlé précédemment et les caractères visibles, donc le phénotype de certains des individus de l'espèce. Alors, je vais vous montrer maintenant, essayer de vous expliquer assez brièvement comment la connaissance de ces génomes ouvre des perspectives pour la connaissance, mais aussi peut-être la sélection de nouveaux cultivars ou des pratiques de production dans les entreprises. Une première chose, cette connaissance du génome de l'hortensia ouvre bien évidemment à une meilleure compréhension de mécanismes de développement de cette espèce. L'Hydrangea macrophylla, comme vous le savez, a des caractères particuliers qui sont très intéressants à essayer d'étudier et comprendre les mécanismes profonds, les régulations moléculaires, protéiques de ce développement-là. Par exemple, on sait qu'on a chez Hydrangea macrophylla des inflorescences de type Teller ou des inflorescences de type boule. Donc, c'est un mécanisme particulier qui va amener la fleur à un état de fleur plus ou moins stérile ou plus ou moins fertile, qui va donner une architecture à l'inflorescence qui est complètement différente, avec des caractères ornementaux particuliers, assez propres finalement à l'Hydrangea. On sait aussi que dans cette espèce, il y a des fleurs qui sont simples ou doubles. Ici, vous avez des fleurs simples et ici, vous avez des fleurs doubles. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On sait bien évidemment qu'on est capable de faire bleuir l'Hydrangea, ce qui n'est pas le cas d'autres des espèces finalement. Et donc, c'est bien des mécanismes particuliers qui génèrent cette capacité de bleuissement des sépales et que l'on connaît relativement peu finalement d'un point de vue fondamental. Et puis, il y a des caractères de remontée de floraison plus ou moins associés à d'autres espèces qu'on connaît, par exemple, chez le cultivar Bolero, qui peuvent être intéressants à approfondir d'un point de vue fondamental. Alors, par exemple, ici, dans l'article qui a généré et produit le premier génome de l'Hydrangea, ils se sont intéressés à utiliser ces connaissances pour comprendre quelle était finalement la régulation qui menait à un phénotype, donc à un caractère de fleur double. Alors pour ça, ils ont travaillé sur 2 accessions d'Hydrangea. Je ne vous donnerai pas les noms, des noms japonais qui sont marqués ici. Donc ce premier cultivar ici et ce double cultivar ici. Parce qu'il existe, les Japonais ont montré qu'il existe au moins 2 génotypes qui sont capables de produire des fleurs doubles. Alors, c'est quoi des fleurs doubles? Chez l'hortensia, vous le savez que les fleurs simples que l'on dit ornementales, ce sont celles-ci. Elles sont composées de 4 sépales qui sont pétaloïdes, qui ressemblent à des pétales, qui peuvent se colorer comme des pétales. Elles présentent des carpelles et des étamines. Par contre, donc c'est ce que vous voyez ici, là, les fleurs doubles, par contre, elles présentent jusqu'à 14 sépales qui prennent des formes de pétales. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On en a un certain nombre ici. Et les étamines ce sont les pétales et les étamines qui sont transformés sous l'action de gènes
en sépales pétaloïdes. Donc, c'est une transformation que l'on connaît chez les plantes modèles comme Arabidopsis, des transformations homéotiques sous le contrôle de gènes qu'on connaît particulièrement bien. Et là, de la même manière, il semble qu'il y ait un tel contrôle chez l'hydrangea. Donc, ce phénomène, chez l'hydrangea, on le suspecte être dû à la mutation de certains gènes de développement floral. Alors, il y a une petite différence avec ce qu'on connaissait déjà chez le Arabidopsis, où on sait que la conversion d'étamines en sépales est différente, puisque chez Arabidopsis, les étamines, elles sont transformées en véritables pétales et non pas en sépales. Donc, en plus de la compréhension de ce qui se passe chez l'hydrangea, ça permet aussi d'élargir un petit peu la connaissance de ces mutations ornementales que l'on connaît chez les plantes, puisque là, on a une transformation non pas d'étamines en pétales, mais d'étamines en sépales, ce qui suggère que peut-être d'autres mécanismes moléculaires sont responsables de cette transformation. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu la marche qu'ils ont suivie pour expliquer et essayer de comprendre derrière quel était le gène qui pouvait être responsable de cette transformation fleur simple en fleur double. Ils ont utilisé une variété qui présente un parent femelle à fleur simple et ils ont fait un croisement pour ensuite récupérer les descendants à fleur simple et les ont croisés avec le cultivar à fleur double. Et ils ont montré que lorsque le parent femelle qui donnait un descendant fleur simple était un parent à fleur simple, à chaque fois, on obtenait toujours des descendants à fleur simple. Par contre, si on utilisait un parent femelle à fleur double comme celui qui allait produire une descendance à fleur simple, et dans ce cas-là, on obtenait, après croisement avec le cultivar à fleur double, un descendant à fleur double. Alors, ce type de résultat est typique d'un caractère qui est contrôlé par un gène majeur, qui semble être contrôlé par un seul gène majeur, qui est récessif, c'est-à-dire qui a besoin de se retrouver sous deux formes d'allèles fleur double dans le génome pour pouvoir s'exprimer. Le deuxième travail qu'ils ont effectué, c'est un autre type de croisement où on a utilisé un parent femelle à fleur double pour sélectionner les descendants fleurs simples. Et lorsqu'on les croise, on s'aperçoit qu'on a donc le descendant à fleur double, comme je disais tout à l'heure. Par contre, si on utilise l'autre cultivar ici et qu'on le croise, cette fois-ci, les descendants de ce cultivar ici avec l'autre variété à fleur double, on obtient uniquement des descendants à fleurs simples. Alors ça vous révèle un certain nombre d'informations. C'est qu'il existe dans chacun des cultivars un gène majeur qui contrôle le caractère fleur double, mais que ces deux gènes sont différents puisqu'ils ne sont pas capables de se complémenter. Donc, ils ont mis ainsi le doigt sur l'information suivante, c'est qu'il y a un gène dans chacun des cultivars responsable du phénotype fleur double, mais que ces deux gènes sont différents dans l'un et l'autre des espèces. Alors, ils sont allés chercher un petit peu, grâce au génome, l'identité de ce gène-là. Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez ici un exemple de la séquence autour de la zone qu'ils suspectaient être responsable de ce caractère fleur double. Et ils ont montré qu'effectivement, entre les individus à fleur simple et les individus à fleur double, il y avait une conversion de base, une base simple, une cytosine qui était transformée en thymine. Et que cette zone-là correspondait bien, sur la carte chromosomique, là vous avez les 18 chromosomes de l'hydrangea macrophylla, à des locus, c'est-à-dire des zones chromosomiques dont on suspectait qu'elles renfermaient les gènes responsables de ce caractère fleur double. Donc, il y a bien une corrélation entre ces zones-là et puis la séquence génomique qui a été trouvée en montrant qu'effectivement, dans cette zone-là, il y a une mutation qui est ici une conversion d'une base en une autre, qui pourrait être responsable à elle seule de ce changement de phénotype fleur simple en fleur double. Ils ont regardé la séquence justement du chromosome 4 et du chromosome 17, alors ici le chromosome 4, pour regarder la séquence génique ici. Et puis quand on compare cette séquence génique avec celle notamment d'Arabidopsis, qu'on connaît bien, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement on tombe sur un gène d'identité florale qui est le gène LIFI,
C'est un gène majeur de l'identité du méristème floral qui permet au méristème végétatif qui produit des feuilles de devenir un méristème floral capable de donner des organes floraux. Et ils ont montré que, eh bien, effectivement, là où se trouvait la conversion de base, c'était au sein de ce gène-là. Et donc, que ce mutant, ce gène LIFI pourrait très bien, pas Arabidopsis, mais en tout cas chez Hydrangea macrophylla, être responsable de cette mutation. Alors, ils ont fouillé un petit peu, ils ont comparé la séquence génomique de la variété à fleurs simples. Alors, ils ont fait chez Frao Yoshimi, si vous connaissez, et puis ils ont travaillé sur le génome de la variété à fleurs doubles Kirakira Bushi. Et ils ont comparé la séquence du gène LIFI dans ces deux-là, et effectivement, il y a des grosses variations. Il y a une zone d'insertion ici, qui n'est pas présente ici, et il y a toute une zone qui est délétée dans la variété à fleurs doubles au sein donc de la séquence du gène LIFI. Donc, il semble bien qu'on peut expliquer simplement le caractère fleur double chez Hydrangea macrophylla, en tout cas chez ces variétés-là, par des mutations au sein de la séquence du gène LIFI qui contrôleraient ce caractère-là. Alors, un autre travail qui a été fait plus rapidement ici, c'est aussi utiliser le génome pour comprendre comment bleuissait un cultivar, ici c'est Forever Summer, comment se faisait le bleuissement progressif des sépales au cours de la maturation de la fleur. Et grâce au génome, ils ont pu montrer qu'un gène qui s'appelle DFR et qui est très important pour la synthèse de pigments que l'on va retrouver dans les fleurs bleues, était important pour cette expression-là et qu'il était lui-même sous le contrôle d'un certain nombre de facteurs de transcription, ce sont des sortes de supergènes qui vont, dans les stades de la coloration, du début de coloration, inhiber la production de ces pigments-là, et puis plus tardivement, relever cette inhibition pour permettre le bleuissement des sépales. Donc, ça permet la connaissance du génome d'identifier ces acteurs-là et peut-être de s'en servir ensuite comme marqueur. Alors, c'est ce que je vous dis ici. Voilà, le génome vous apporte la connaissance d'acteurs moléculaires et ça va pouvoir être utilisé notamment dans la sélection assistée par marqueurs, ce qu'on appelle la SAM, c'est-à-dire être capable sur des jeunes plants qui n'ont pas encore exprimé leur potentiel, par exemple ornemental de floraison, de faire une sélection précoce du type d'inflorescence, de fleurs simples, fleurs doubles, la capacité ou non à fleurir, éventuellement de la résistance à des maladies. Tout ça en essayant de comparer les génomes de plantes dont on connaît déjà ces caractères par rapport à d'autres dont on ne connaît pas les caractères, mais dont on veut les prédire, ce qui donnerait pour avantage un gain de temps et de place durant le processus de sélection, puisqu'on peut ainsi éliminer de manière assez précoce les jeunes plants qui ne sont pas conformes, c'est-à-dire qui ne portent pas les caractères que vous recherchez. Alors, je vous ai mis ça ici. Le schéma de sélection classique chez l'Hydrangea peut se résumer comme ça. On va faire un croisement entre deux génotypes, dont un d'intérêt dont on veut essayer de transmettre le caractère. On va récolter les graines en fin d'année 1, on va les semer en année 2, on va être obligé d'attendre une 3e année pour que ces jeunes plants arrivent à floraison, pour pouvoir évaluer visuellement s'ils sont intéressants par leurs caractères ornementaux, notamment qui touchent la floraison. Et puis, on va faire une sélection parmi ces jeunes plants, on va les multiplier végétativement pour ensuite les sélectionner sur des lots beaucoup plus larges, sur leur phénotype, c'est-à-dire sur leur caractère visuel, puis ensuite, ceux qui vont être à nouveau sélectionnés vont pouvoir être amenés à l'analyse des HS pour l'obtention d'un COV et puis plus tardivement la mise sur le marché. Donc, c'est quelque chose qui est très long et qui surtout nécessite de cultiver, comme vous le voyez ici, un très très grand nombre de plants, d'individus uniques qu'on va devoir suivre pendant longtemps avant de pouvoir en déterminer l'intérêt pour en faire de nouvelles variétés. Alors que si on utilise ici eh bien, la connaissance du génome et l'identification de marqueurs qui permettent, comme je vous l'ai montré dans l'exemple sur les fleurs simples et les fleurs doubles, de distinguer très tôt des plantes qui portent des mutations qui vont permettre de produire des jeunes plants, eh bien, cette mutation va être présente dans le jeune plant bien avant la floraison et on va pouvoir très tôt
conserver uniquement ceux dont on sait qu'ils présentent la mutation et faire une suppression massive de tous les autres qu'on avait en culture pour se sélectionner uniquement à des lots beaucoup plus petits, ce qui va nous faire un gain de temps et bien sûr d'espace de culture pour les sélectionneurs. Un autre exemple pour lequel il peut être appliqué, c'est la détection de jeunes plants capables ou non de bleuir. On sait que chez l'hortensia, certaines variétés sont capables de bleuir et d'autres ne sont pas capables de bleuir, et que ce mécanisme de bleuissement correspond en fait à un mécanisme de détoxification contre l'aluminium. Les plantes ne peuvent pas subir l'accumulation d'aluminium sans que ce soit toxique pour elles. Pour certaines, elles vont l'exclure, l'empêcher d'entrer dans la plante, et puis pour d'autres, elles vont le détoxifier à l'intérieur des cellules. Alors, on a une chance avec l'hydrangea, c'est que cette toxicité de l'aluminium, c'est un problème assez majeur, considéré presque comme le deuxième problème majeur après le manque d'eau sur les cultures, notamment celles qui sont en sol acide, c'est-à-dire les régions tropicales, subtropicales. Et donc, pour ça, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur des grandes cultures, le riz, le maïs, le blé et le sorgho, pour essayer de comprendre la détoxification à l'aluminium. Et donc, toutes ces connaissances qui sont obtenues sur les plantes de grande culture peuvent être des connaissances utiles pour la compréhension du bleuissement chez l'hydrangea et permettre d'identifier des nouveaux marqueurs. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma rapide qui montre comment, chez les plantes, on détoxifie l'aluminium qui est présent dans le sol. Soit les plantes vont sécréter des acides organiques pour bloquer l'aluminium dans le sol, soit cet aluminium parvient à rentrer dans la racine, et dans ce cas-là, il va y avoir un certain nombre d'acteurs moléculaires qui vont amener l'aluminium au sein de vacuoles, qui sont des poches présentes dans la cellule et qui permettent de séquestrer cet aluminium pour qu'il ne soit pas toxique pour la cellule. Dans certains cas, et c'est le cas de l'hydrangea, l'aluminium est capable de passer dans les vaisseaux du xylème et donc de suivre le flux de sève de la racine vers la partie aérienne de la plante, et on va retrouver de l'aluminium dans les tiges, dans les feuilles, et bien évidemment, on va retrouver cet aluminium aussi dans les inflorescences où il va être séquestré sous forme finalement avec des pigments et qui va provoquer la coloration bleue des sépales. C'est un moyen pour la plante, semble-t-il, de détoxifier cet aluminium. Alors, on a un certain nombre ici d'acteurs moléculaires qui sont représentés. Et puis, vous en avez quelques-uns qui commencent par HM. HM, c'est Hydrangea macrophylla. Ce sont des gènes qui ont été identifiés chez cette espèce-là pour essayer de comprendre comment cet aluminium est détoxifié dans les cellules de l'hydrangea. Et donc, tous ces travaux qui sont faits chez l'hydrangea et chez d'autres espèces peuvent essayer de permettre de mettre le doigt sur des acteurs moléculaires du bleuissement de l'hydrangea et de servir de marqueur pour ensuite sélectionner sur jeunes plants des variétés dont on sait qu'elles sont incapables, par exemple, de bleuir parce que, par exemple, il n'y a pas de transporteur dans les racines capable de transporter l'aluminium jusque dans les fleurs. Alors, quand je dis pas de transporteur, ce n'est pas de transporteur qui soit actif, simplement peut-être parce qu'ils sont mutés, comme je vous l'ai décrit précédemment, et donc sont incapables de faire ce transport-là. Donc, si on est capable de comprendre tous ces mécanismes du bleuissement chez l'hydrangea, de mettre le doigt sur des marqueurs qui permettent de séparer les variétés capables de bleuir de celles qui ne sont pas capables de bleuir, on peut, sur jeunes plants, prédire le comportement au bleuissement de variétés et donc, de la même manière, éliminer certains plants qui ne seraient pas compatibles avec l'objet de sélection qu'on veut mener. Autre perspective apportée par la connaissance du génome de l'hortensia, c'est essayer de détecter des stades de développement particuliers en utilisant des marqueurs moléculaires. Alors, ce travail, il est déjà bien connu. C'est le cas, par exemple, du développement du méristème inflorescentiel. On sait que l'inflorescence de l'hydrangea, c'est quelque chose de complexe, c'est une inflorescence d'inflorescence et qui aboutit à cette structure que l'on connaît bien chez les variétés boules, par exemple. Eh bien, on sait que ce développement de l'inflorescence, il se fait progressivement au sein du méristème végétatif inflorescentiel
qui produit lui-même d'autres méristèmes inflorescentiels jusqu'à la différenciation ici des méristèmes floraux qui donneront les fleurs. Ce développement, il est très sensible aux facteurs de l'environnement et en production, on sait qu'on va devoir mettre les plantes en verre qui portent des méristèmes inflorescentiels dans des frigos pour pouvoir les protéger du gel et pouvoir un petit peu synchroniser leur capacité à fleurir au moment de la mise à fleur chez les forceurs. Alors pour ça, on sait qu'il va être important de ne pas mettre trop tôt dans les frigos les plants en verre d'hydrangea qui portent les méristèmes inflorescentiels, et il a été défini depuis un certain nombre d'années un stade de développement du méristème inflorescentiel qui est le stade 5, dans lequel les méristèmes floraux sont pratiquement visibles dans le méristème inflorescentiel. Alors, ça nécessite de faire des dissections de méristèmes sous la loupe binoculaire pour pouvoir connaître l'avancée de la différenciation du méristème végétatif en méristème inflorescentiel et floral. Alternativement, ce qui peut être fait et ce qui était fait jusqu'à présent, c'était essayer de trouver des acteurs moléculaires clés de chacun de ces stades-là, c'est-à-dire des gènes qui s'expriment spécifiquement à chacun des stades pour pouvoir dire, si je prélève l'ADN d'une plante et que je regarde l'expression de ces gènes-là, eh bien, je peux prédire à quel stade inflorescentiel est mon lot de plantes ou la plante que j'étudie, et donc donner un peu un feu vert pour le producteur pour les rentrer en frigo. Alors, c'est ce que faisait une entreprise qui s'appelait Ensure aux Pays-Bas, assez classiquement, et qui permettait aux producteurs d'envoyer des extraits de plantes. Cette entreprise-là extrayait l'ADN et allait l'ADN et l'ARN, c'est-à-dire pour essayer de voir quelles étaient l'expression de gènes dont on savait qu'ils étaient importants d'obtenir à un stade voulu pour pouvoir permettre l'entrée en frigo. Alors malheureusement, ce service a été interrompu, la société Ensure a fermé, mais de ce fait, la publication du génome de l'hortensia, elle ouvre la porte à tous pour essayer de trouver d'autres marqueurs qui permettraient de spécifier et de pouvoir dire ma plante est à tel stade de développement et je peux en faire quelque chose, par exemple une mise en frigo s'il s'agit du développement inflorescentiel. Mais ça pourrait tout à fait être utilisé pour essayer de jauger de l'enracinement de la plante, du virage floral, c'est-à-dire du passage du méristème végétatif au méristème inflorescentiel, très très précocement dans la mise à fleur. Quatrième et avant-dernière perspective apportée par la connaissance du génome de l'hortensia, c'est pouvoir prédire ou vérifier l'homogénéité des lots en culture. Vous savez qu'on va travailler sur un certain nombre de pieds mères pour multiplier la génération suivante par clonage, donc par bouturage des pieds mères pour obtenir des jeunes plants. Et il y a de très forts risques de mélange puisque quand on travaille avec plein de variétés, eh bien, il ne faut pas mélanger les plaques de culture. Sinon, comme vous le voyez sur cette photo-là, eh bien, on va avoir des mélanges en culture. Alors, ce qui peut être très dommageable pour l'entreprise elle-même puisqu'on va prendre sur la plante à l'état végétatif, donc c'est souvent difficile de savoir, à moins d'être vraiment très, très spécialiste de la reconnaissance des variétés simplement par l'aspect des feuilles. Il est très facile de mélanger les cultures en prenant des boutures sur une plante qui a été mélangée parmi d'autres et de faire des boutures qui vont se retrouver en mélange d'année en année. De la même manière, quand ces jeunes plants sont vendus à un client, eh bien, il peut se retrouver avec un mélange variétal, ce qui peut être très, très dommageable pour le client et pour la relation commerciale. Donc, une idée qui est possible de faire, qui serait possible de faire et qui peut déjà être conduite, mais le génome de l'hortensia apporte beaucoup plus de séquences que ce qui était connu jusqu'à présent, c'est de vérifier l'identité de chacune des pieds mères ou d'un lot de pieds mères par regarder les marqueurs moléculaires spécifiques à chaque variété. Donc ça nécessite en amont de faire le travail de recherche pour trouver ces marqueurs moléculaires qui permettent bien de distinguer une variété de l'autre. Et puis ensuite, eh bien, de faire l'étude de ces marqueurs sur ces lots de pieds mères pour supprimer ceux qui ne sont pas conformes avant de réaliser le clonage par bouturage et la production massive de jeunes plants.
Enfin, et pour finir, eh bien, cette même méthode peut permettre à des obtenteurs de vérifier des lots de plantes, par exemple, non déclarés, mais produits et qui sont sous COV, chez des indélicats qui pourraient les multiplier sans les déclarer. Eh bien, par prélèvement, on peut aller vérifier qu'effectivement, par exemple, ces jeunes plants sont des plants sous COV qui n'ont pas été déclarés. On est capable de dire de quelle variété il s'agit. Et donc, ça peut permettre à un obtenteur de poursuivre des personnes indélicates, on va dire. Donc voilà, ça achève un petit peu ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Oui, bien, merci Nathalie pour cette présentation vraiment passionnante et qui ouvre des perspectives effectivement très intéressantes pour la sélection notamment, mais pas que. Donc, c'était peut-être un petit peu long, mais je crois que ça méritait aussi ce développement, notamment pour la compréhension de ce que l'on appelle le génome. Alors, il y a une question auquel tu as un peu répondu finalement, qui concerne le bleuissement et la difficulté de faire bleuir certains hortensias. Alors, la personne pose des questions plutôt pratiques, comment faire fleurir un hortensia avec de l'ardoise. Peut-être qu'on ne va peut-être pas y répondre maintenant, peut-être que Jean-Paul tout à l'heure pourra revenir sur cette question-là, mais je pense qu'on a bien compris dans ton exposé que toutes les variétés n'étaient pas capables de fleurir et que certaines, malgré tous les apports d'aluminium qu'on pourra réaliser directement ou via des ardoises, jamais on y arrivera. Donc, je pense que là, on va pouvoir passer maintenant au deuxième exposé.